Allô, moi c'est Judith, je suis orthophoniste et je travaille avec les gens qui bégayent depuis plus de 15 ans. Et moi, c'est Geneviève, je suis candidate au doctorat en sciences de l'orthophonie et je suis une adulte qui bégaye. Vous écoutez Je suis un podcast qui est un espace pour parler du bégaiement sous toutes ses formes, sans tabou et toujours dans le plaisir. Ben, pas tout le temps, là. Il y a des fois, on parle des choses puis on a de la peine. Mais en tout cas, vous comprenez! Dans le plaisir, quand même. Dans cet épisode, on va recevoir Gariana Jean-Louis, qui est humoriste, conférencière et comédienne, entre autres. Et on va parler avec elle de son parcours en humour, sa vie à Montréal et en Haïti aussi. Et on va parler aussi d'intersectionnalité, c'est-à-dire le fait pour une personne de porter plusieurs identités qui sont considérées comme stigmatisées. Par exemple, être une personne qui bégaye, une personne racisée ou une femme. On a adoré cette conversation-là avec Gariana, puis on espère que vous aussi. Alors, bonne écoute à tous et toutes, et merci d'être là et de nous suivre. Allô? Allô? Gariana? Salut, comment ça va? Bien, allô, toi? Gariana, merci d'être là. Merci à vous de me recevoir. Vraiment, je suis plus qu'honorée d'être là avec vous. Donc, tu es humoriste, comédienne et conférencière. Et tu es, entre autres, la première femme noire qui a été diplômée de l'École nationale de l'humour en 2017. Oui, effectivement, je suis encore choquée. Et je suis encore la seule à ce jour, malheureusement, mais ça, c'est une autre histoire pour un autre podcast. Oui, c'est ça! À venir, on espère qu'il va en avoir d'autres. Oh, j'espère aussi de tout cœur. Tout à fait. Puis écoute, Gariana, avant qu'on te laisse te présenter, moi, je t'ai connue parce que tu as été conférencière lors des journées professionnelles qui étaient à Saint-Hyacinthe pour l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Donc, tu as fait la conférence de clôture à la dernière journée et le sujet de ta conférence était sur la diversité, sur l'inclusion et c'était magnifique. Quelle belle conférence. C'était drôle, c'était informatif, t'es charismatique sur scène. J'ai tout aimé, tout aimé. Et là, quand t'as dit sur scène, alors, tu nous parlais de toi et t'as dit, j'ai un bégaiement. Oh, je me suis dit, oh mon Dieu, il faut absolument que je lui écrive pour qu'elle vienne sur le podcast, sur le podcast Je suis un podcast. Donc, merci d'être là, Gariana. Merci pour tout. Et voilà, alors on voulait on te laisserait le temps de te présenter un petit peu à nos auditeurs et auditrices. D'accord, il n'y a pas de souci. Ben, encore une fois, 1000 fois merci de me recevoir. Je suis vraiment, 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 vraiment honorée d'être là. Alors, mon nom est Gariana Jean-Louis. Et je suis une Montréalaise, je suis née à Montréal, mais j'ai grandi en Haïti. Donc, voilà, c'est pour ça que je me qualifie un peu d'une femme, un petit bout de femme à saveur mangue érable et un petit peu sucrée. Voilà, puis sinon, voilà, donc j'ai un cheminement qui est assez atypique quand même aussi. Oui, j'ai diplômé de l'École nationale de l'humour, donc je suis humoriste, mais entre autres, je suis économiste. J'ai travaillé pour le SPM, ben oui. Mon Dieu! Ben oui, comme plusieurs vies, on dirait. Mais voilà, c'est plusieurs vies, c'est exactement ça. Et là, ça, je pense que c'est le fameux, le dernier chapitre, ou du moins, c'est le livre que je décide de finaliser, qui est le livre de l'humour et des conférences. Et sinon, entre autres, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur moi, à part que j'ai fait beaucoup de va-et-vient, j'ai touché à plusieurs métiers. Je suis une passionnée de la scène, une passionnée des arts de façon générale. J'enseigne aussi, en fait, j'ai décidé il y a quelques années de commencer à enseigner l'humour aussi pour démocratiser l'humour à travers les communautés racisées au Québec, pour qu'on parle finalement de vraie diversité, et ce, au sens un peu plus large. On parle de diversité ethnique et diversité culturelle dans le milieu de l'humour québécois, parce que je pense que être québécois, ça a plusieurs couches. Et oui, ça, des fois, on l'oublie. Oui, ça, des fois, on l'oublie. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je fais. J'enseigne, je joue et j'aime la vie, tout simplement.
Ah, ça se sent tellement aussi, là, de comment tu es, de comment tu parles, on le sent dans ta voix, tu sais, que tu es passionné par ce que tu fais. Tant mieux aussi si tu as trouvé comme ton chemin avec l'humour. Là, tu étais économiste. Hey, ça, là, par exemple, là, dis-nous juste un mot là-dessus parce que là, je suis comme « wow! » Je pense que j'ai lu, t'as reçu une bourse de l'École nationale de l'humour pour suivre leur programme. Donc, c'est comme ça que t'es entrée dans ce monde-là, c'est ça? Mais gros concours de circonstances. Alors, si mon père est décédé, en fait, à la mort de mon père qui a été assez brusque, et il est mort d'une crise cardiaque. Ma sœur m'a texté, elle m'a dit que papy est mort, mon papa il est décédé. J'ai répondu lol. Et puis pour moi, ça a été un élément vraiment déclencheur parce que je me suis remise en question. J'ai remis ma... Mais tu y croyais pas, ça? Tu j'y croyais pas non plus. Tu dis, ouais, c'est ça. Je me dis, regarde, je suis à Montréal, mes parents habitaient en Haïti à l'époque. Puis ma sœur me texte de nulle part, elle me dit que mon papa est décédé, je suis comme comment tu te réveilles un matin puis tu meurs? Ça marchait pas dans ma tête. Et finalement, ben voilà, je me suis remise en question aussi beaucoup. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu veux vraiment faire de ta vie en fait? Et moi, il y avait aucun autre choix. Tout ce à quoi je pensais, c'était de faire de la scène. C'était pas de l'humour, c'était de faire de la scène. Parce que je suis une grande fan de théâtre. Mes parents nous ont toujours encouragés à faire du théâtre. Et voilà. Donc, j'ai quitté tout ce que j'avais, mes clics et mes claques et mon appartement, et je me suis acheté un billet d'avion et je suis partie en Haïti. Et voilà. Et comme par hasard, l'école de l'humour était de passage en Haïti, mais la vie fonctionne de façon... C'est ça qui est fou, c'est ça qui est fou. Et l'école de l'humour a décidé d'être de passage en Haïti pour une formation d'1 semaine. Comme par hasard, à la dernière minute, comme au bout de 4 jours de la formation, Louise Richer a décidé de faire un concours pour recruter des jeunes humoristes pour participer à Juste pour rire. Comme par hasard, j'écris mon premier numéro d'humour où je parle de moi qui suis trop québécoise pour les Haïtiens et trop haïtienne pour les Québécoises. Ah ouais, comme c'est intéressant. Ouais. C'est ça. Et comme par hasard, j'ai remporté le concours, mais jusqu'ici, c'était juste pour participer au festival. C'était que ça, en fait. Il n'y avait pas d'études, il n'y avait pas, c'était juste, tu viens, tu fais ton numéro, à juste dire, good, ciao, bye, tu retournes chez toi. Ouais. Et j'ai fini de présenter mon numéro et Louise Richer est venue me trouver dans les coulisses, puis elle m'a dit, je vais t'annoncer quelque chose, je vais te demander, en fait, ça risque de chambouler le restant de ta vie, mais j'ai 15 minutes pour répondre. T'as 15 minutes, parce qu'il faut que je l'annonce ou pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, je veux t'offrir une bourse d'études. Puis en 15 minutes, qu'est-ce que t'as décidé? Quoi? Elle me dit, oui, je vais t'offrir une bourse d'études. Donc, c'est oui, non, j'ai comme... Oui! Oui! Ah, oui. Ben, elle voyait le potentiel. Elle a senti quelque chose quand t'étais sur scène, là, tu sais. J'ai aucune idée. J'ai fini de dire oui, puis je me suis dit, dans quoi je me suis embarquée? Parce que j'avais aucune idée de ce que c'était l'école de l'humour. J'avais aucune idée de ce que c'était l'humour en tant que tel. Mis à part la petite formation que j'avais eue d'1 semaine en Haïti, c'était pas... Tu sais, je me suis jamais vue être humoriste dans ma vie, moi. Jamais. Puis ça a donné que, voilà, je suis restée et j'ai été à l'école de l'humour pendant 2 ans. J'ai suivi le programme complet. Et c'est à la fin, croyez-le ou non, c'est le jour de la photo des finissants que j'ai réalisé que j'étais la première femme noire diplômée de l'école de l'humour. J'avais jamais... Parce que t'as vu toutes les photos avant, il y avait personne. J'avais jamais remarqué. Je cherchais un concept original parce que tout le monde cherche un concept original. C'est la photo qui va rester. Puis je me suis mis à comme faire le tour de l'école pour regarder qu'est-ce qu'il y avait déjà été fait. Puis là, je suis comme, c'est pas normal. Ben, tout à fait. Peut-être c'est moi, peut-être qu'il manque des photos, peut-être que... Comment ça a été d'être une femme à l'École nationale de l'humour? Parce que les femmes sont minoritaires dans ce contexte-là, donc d'être une femme noire qui bégait à l'École nationale de l'humour. Comment c'était? Alors, c'était une expérience particulière. Je pense que ma promotion est la première promotion où il y avait
parité homme-femme, si je me trompe. Ah, OK. Est-ce que c'était la première? En tout cas, c'était une des promotions où il y avait le plus de femmes. Je sais pas si elle avait parité exactement, mais on était quand même, je pense qu'on était 6 quand même, puis sur 14. Donc, ça représentait quand même beaucoup comparativement à ce qu'il y avait avant, c'était des femmes au compte-gouttes. Maintenant, des femmes racisées, il n'y en a jamais eu. Ah, c'est autre chose. Donc, être une femme, déjà, on était mieux entourés parce que, on faisait plus attention. Les discours commençaient déjà à changer à l'époque où moi, je suis arrivée. Donc, on encourageait énormément les femmes, mais quoique dans les soirées d'humour, c'était pas la même chose. Tu sais, à l'école, on nous encourageait, mais dans les soirées d'humour, c'est comme on en prend juste une, puis ça suffit, puis ça va être la pour vrai. Aïe, aïe, aïe. Oui, vraiment. Le changement se fait dans le milieu d'enseignement, mais dans la réalité, dans la vraie vie, ils sont pas rendus là encore. Ouais, c'est un peu ça qu'on voit pour plusieurs choses. C'est vraiment maintenant que tu chantes, que tu sens vraiment l'importance et comment on appelle ça, l'effort que les gens mettent dans OK, d'accord, on fait un show d'humour, puis c'est important qu'il y ait des femmes, mais avant même de dire que c'est important qu'il y ait des femmes, on va en prendre naturellement. Donc, c'est déjà plus naturel que ce que c'était avant. Donc, mais à l'école, c'était un challenge. C'était quand même un challenge parce que culturellement parlant, même quand je suis québécois, je suis née ici au Québec, je suis quand même extrêmement imprégnée de la culture haïtienne et j'ai grandi en Haïti aussi. Donc, clash, pour moi, était vraiment plus culturel que quoi que ce soit d'autre. Donc, le discours que j'avais, les propos que je tenais, les trucs qui me faisaient rire, moi, n'étaient pas ce qui faisait rire monsieur, madame, tout le monde à l'école. Quand je parle de monsieur, madame, tout le monde, tant des élèves avec des expériences de vie complètement différentes de la mienne, et que le corps professoral aussi, parce que les professeurs, c'était qui? C'était des messieurs de 60 ans et plus, là, puis ça fait 20 ans. Caucasiens blancs, là, sûrement, Donc, pour eux, c'était comme un grand clash, pour moi aussi, puis ça a été difficile, l'adaptation, honnêtement, autant que je voulais être là, mais autant que je voulais mourir, mon Dieu. J'étais comme, tous les vendredis, je pleurais. Tous les vendredis, parce que tous les vendredis, il fallait qu'on présente un nouveau numéro d'humour. Je pleurais. Tu savais que t'étais comme pas juste à côté de la traque, si on veut, par rapport à la traque, entre guillemets, qui était là, sous-jacente, puis là, toi, avec ton background, tu sentais que ça fitait pas. Ça, c'est dommage, parce que c'est ton art, c'est ton humour, tu sais, tu peux pas te forcer à rire de quelque chose, te forcer à parler de quelque chose. Tu sais. Moi, je l'ai pas compris tout de suite, parce que moi, je me suis dit, je suis juste pas à ma place, en fait. Donc, pour moi, l'école de théâtre m'a fait une proposition pendant que j'étais à l'école de l'humour, puis j'étais à 2 doigts, là, de leur dire oui, là. C'est parce que la direction de l'école de l'humour m'a convoquée, puis ils m'ont dit, on sait qu'on t'a fait une proposition. Qu'est-ce que tu veux, finalement? Comme, est-ce que tu veux aller à l'école de théâtre ou est-ce que tu veux rester? Puis je me suis sentie trop mal. Je me suis dit, on m'a donné une bourse d'études, comme, ça serait trop ingrat de juste dire ciao, bye, tu sais. Puis j'ai dit, je vais rester, puis dans le pire des cas, je vais le finir, puis ça va être ça. Ouais, c'est ça. Dans ta personnalité, je pense que tu fais les choses jusqu'au bout, dans le fond. Fait que là, tu t'es dit, bon, je vais aller jusqu'au bout. Finalement, est-ce que tu sens que malgré les aléas du programme, est-ce que tu sens que à la fin, t'es contente d'avoir eu ton diplôme? Je suis contente d'avoir eu mon diplôme. Pour moi, c'était une grande satisfaction personnelle de l'avoir. Mais même là encore, tu sais, des fois, quand le papier, il est là, je me dis, OK, c'est fini, je peux passer à autre chose dans ma vie. Mais il y a comme cette autre partie de moi qui me dit, je suis capable d'aller chercher plus. Je suis capable, tu sais, juste une année en plus, juste un jour en plus, juste voir jusqu'où je peux aller. Puis pour moi, c'était rendu un défi personnel. Ça avait plus rien à voir avec la société. C'était Gariana et son art. Est-ce que je vais être capable de faire ma place dans une société qui un jour m'accepte et un jour peut-être ne m'acceptera plus ou ne m'accepte pas? Où c'est extrêmement difficile de s'affirmer, extrêmement difficile de venir avec sa couleur, sa saveur, puis de ne pas être comme les autres. Ouais, il y a plusieurs couches il y a plusieurs de tes identités, dans le fond, qui clashaient avec les identités de la majorité dans le groupe. Puis parmi toutes ces identités-là, il y a le bégaiement aussi. Quelle place dirais-tu que ça l'avait dans ton rôle comme humoriste, tu sais, parce qu'il y a des humoristes, c'est assez rare qu'il y a des humoristes qui bégayent, qui en parlent. Il y a Jean-Marc Parent,
à mon souvenir, qui a parlé du bégaiement déjà. Puis c'est correct, hein, si t'en parlais pas ou, tu sais, tout est bon à dire, là, non, mais sur t'inquiète, ce sujet. justement parce que j'en parlais pas du tout, en fait. Mm. Donc, à part les gens qui étaient très proches de moi, qui finissaient par réaliser qu'à un moment, je tweakais ou que Ouais. fallait que je lise des textes à haute voix, que des fois, tu sais, je prenais énormément de temps avant de commencer parce qu'ils comprenaient pas que c'est à cause du bégaiement. Eux, dans leur tête, c'est de la nervosité. Puis je suis comme, non, c'est parce que le mot sort pas. Puis il faut que je le fasse sortir de ma tête avant qu'il sorte dans ma bouche. Donc, il y avait comme tout un processus, mais j'en ai jamais parlé. Il fallait que quand tu disais tweaker, là, pour ceux qui, en fait, pour nos auditeurs et auditrices, c'est que dans le fond, tu nous disais avant qu'on enregistre que des fois, il y a un mouvement de clignement d'œil un petit peu, là. Fait que là, tu tweaks, fait que là, il y a un mouvement associé qu'on appelle un mouvement relié au bégaiement. Puis c'est ça que les gens voyaient, mais puis toi, tu le savais aussi. Moi, c'est clairement. Ça, ton bégaiement, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, moi-même, j'étais clairement au courant de, tu sais, quand il y avait des textes, mettons, qu'il fallait faire sur le tas ou qu'il fallait faire des affaires, moi, il fallait que je me prépare un petit peu d'avance. Mais dans leur tête, c'est parce que, tu sais, je suis une control freak, ou bien c'est parce que je voulais, tu sais, que tu veux, t'es perfectionniste. Oui, peut-être, mais moi, c'est parce que il faut que je gère mon bégaiement. Ben, c'est ça. Moi, c'est parce que j'ai un système de la parole qui répond moins vite que les gens et que j'ai moins de contrôle dessus, tu sais. Exactement. Donc, même passer des auditions aussi, les gens se rendent pas compte. Des fois, quand t'arrives, on te donne un texte sur place, puis on te dit, fais l'audition. Puis les gens savent pas que t'es bègue. Les gens le savent pas. Donc, moi, à chaque fois que je regarde le texte, puis on me dit go. Puis quand tu me dis go, puis qu'ils te disent, ben, go, moi, je suis comme, j'ai compris le go. Ouais, c'est ça, mais là. Je suis en train de, c'est ma bouche et mon cerveau qui sont en train de processer le go, là. Je l'ai catché, ton go. Tu vois? Donc, c'était pas évident, mais à l'école, j'en ai jamais parlé. Sauf si les gens étaient suffisamment proches de moi qu'ils réalisaient, mais on ne le mentionnait jamais. J'ai une amie à moi qui s'appelle Coralie. Et justement, quand elle a réalisé, on est sorti de l'école, hein, puis c'était elle qui était une des filles les plus proches de moi, en fait. T'es comme, c'est-tu moi ou t'es, est-ce que tu bégayes? Je fais, oui. Ah ouais. J'ai jamais remarqué. Si tu me l'avais pas dit, maintenant que tu le dis, je remarque, mais si tu me l'avais pas dit, j'aurais jamais remarqué. Puis j'ai fait, ben, ça veut dire qu'on est suffisamment à l'aise pour que tu le... Ouais, c'est ça. Ben oui. Puis si on continue sur ce sujet-là, là, parle-nous donc, c'est ça, du bégaiement dans ta vie. Parce qu'on avait parlé avant de commencer à enregistrer de comme dans ta famille, comment c'était. Puis justement, là, je comprends que tu devais le cacher dans ce contexte-là parce que c'était pas un sujet qui était que tu avais envie de partager à tout le monde. Mais parle-nous dans ta famille, par exemple, tu nous disais que au contraire, c'est un sujet qui est vraiment ouvert. Ben, c'est ça, parce que moi, de ma famille, comme je voulais mentionner tantôt, ma famille du côté maternel, ils sont bègues. Donc ma mère est très 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 faible, mais elle c'est parce qu'elle parle extrêmement vite. Donc une fois qu'elle ralentit, elle va zouter sur des mots. Mais mes oncles, donc ses frères, mon grand-père, ils sont bègues, mais ils sont bègues. C'est sévère, ouais, c'est ça. Ouais, eux, c'est vraiment sévère, c'est ça. Donc moi, quand j'étais plus jeune, je pensais que j'avais un problème, clairement. Pour moi, c'était évident qu'il y avait un problème. Et plus je me fâchais, plus on me taquinait, mais quand je me dis on me taquinait, c'est particulièrement mon frère et mes cousins qui me taquinaient. Donc, quand ils me faisaient des mauvais coups, des fois, en plus, c'est moi qui est la plus petite, donc je suis la Benjamine. Donc, ils me faisaient des mauvais coups. Ils me disaient, ouais, toi, t'as été adoptée. Puis moi, je disais, non. Oh, non. Ouais, tu vas voir. Quand tu vas aller trouver mamie, ben, elle va te dire que non, c'est pas vrai. Puis moi, c'est ça. Parce qu'elle veut pas te blesser. Je fais, OK. Donc, tu sais, moi, comme une grande conne, j'allais trouver ma mère. Mamie, ma nana m'a dit que tu m'as adoptée. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Hey, mais sûrement que ça l'a dû quand même te donner un certain sens de la répartie, tu sais. C'est sûr que oui. Moi, je me dis que l'intimidation familiale dans ce sens-là, ça m'a permis d'être vite sur mon impro et, tu vois, de pouvoir réagir vite et de pouvoir rire de plusieurs choses. Et justement, en parlant particulièrement du bégaiement, tu sais, j'ai toujours été une petite femme boulotte, forte et tout. Et
mon frère et mes cousins me disaient toujours que je bégayais parce que j'étais trop grosse. Et parce que j'avais de la graisse c'est la graisse qui était collée dans ma gorge qui fait que je my God! Oh mon Dieu! Donc, toutes les fois que j'essayais de parler, puis qu'ils me taquinaient avec ça, puis moi, je bégayais encore plus parce que ça m'énervait, puis ça venait me chercher. Les mots restaient collés, mais ils restaient collés avec moi, puis c'était comme... il imitait le bégaiement. Mais mes oncles ont toujours été bègues. Et ça n'a jamais été un problème. Et pour eux, ça a toujours fait leur charme, en fait. Ouais. Donc, moi, je suis celle qui est, de tous les neveux et toutes les nièces, c'est moi qui ai hérité de ça. Ni mon frère ni ma sœur, ils ne sont pas bègues. Donc, je suis la seule qui bégait, en fait. Et voilà, donc pour moi, ça a toujours été quelque chose. Même dans mon couple aussi, ça fait quand même 12 ans que je suis en couple. Et mon mari a jamais réalisé que je bégayais. Il a jamais réalisé. Quand finalement il a réalisé, il est comme, mais voyons, pourquoi t'as toujours fait cette face-là? Comme, qu'est-ce qui se passe avec pourquoi ton œil fait ça? Pourquoi tu colles sur les mots? Puis je suis comme, c'est parce que je bégaye, il est comme, pardon. Oui. Donc, ça prend du temps avant que les gens réalisent. Puis quand ils réalisent, mais là, ils s'accrochent. Là, ils sont comme, c'est ça, parce que souvent, quand les bégaiements sont légers, les gens vont penser, elle cherche son mot, ou comme, ils vont pas, ou rien penser du tout, tu sais, parce que tout le monde bégaye un petit peu, mais c'est pas du bégaiement comme toi et moi, là, c'est juste que, c'est ça, on va chercher le mot, on va répéter quelques syllabes une ou deux fois, tu sais, fait jusqu'à un certain ratio de tout ce qu'on dit, là, tu sais, tout le monde a des disfluidités typiques du bégaiement, là, c'est... Ouais. C'est ça, puis ce qui différencie souvent les dysfluidités typiques du bégaiement des dysfluidités qui sont normales, c'est la tension, tu sais. Comme là, quand j'ai bégayé, ben il y a de la tension dedans, puis ça s'entend, tu sais. Puis les gens qui bégaient pas, mais qui ont des dysfluidités qui leur arrivent, mais il y a pas de tension dedans, tu sais. Ça va être comme... je prendrais un café, s'il vous plaît. Des fois, ça peut être tendu, mais... Je prendrais un café. Ça peut être tendu des fois, mais tu sais, le ratio est très bas. Tu sais, ça va être en bas d'1% de tout ce qui est dit, de toutes nos syllabes qu'on va dire. Tu sais. Puis quand on parle de bégaiement, ben c'est au-dessus de 1%, 2, 3, 4%. Ça peut aller jusqu'à 50% des syllabes petites. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, mais ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que je l'entends aussi beaucoup, moi, en clinique, que certaines membres de la famille ne savent pas ou tu sais parce que c'est ça typiquement on veut cacher, c'est très typique de vouloir cacher le bégaiement, tu sais d'avoir plein de stratégies reliées à justement changer de mots, regarder ailleurs, bouger différemment pour cacher le bégaiement. Il y a toute une panoplie là, de stratégies d'évitement, tu sais qu'on appelle, qui sont très typiques chez les gens qui bégayent. Puis je l'entends souvent que c'est ça, même dans les couples, on va pas parler de ça nécessairement, tu sais. De dire, hey, by the way, je bégayais, tu sais. Mais de ce qui ressort quand même, c'est que tu dis d'un côté de ta famille, du côté de ta mère, c'était les gens s'assumaient, les gens faisaient au niveau professionnel, au niveau personnel, c'est des gens qui parlaient, c'est ça, tu vois vraiment que... C'est des gens qui prennent de la place, ce sont les plus taquins, les plus drôles. C'est fou de comment... Donc, pour moi-même, c'est bizarre que j'ai... Autant que mon frère et mes cousins m'ont traumatisé avec mon bégaiement, mais autant que mes oncles m'ont permis de vivre mon bégaiement. En fait, parce que je les vois, ils ont une vie tout à fait normale, ils sont drôles, ils sont hilarants, c'est des charmeurs, ils sont, tu sais, puis eux, ils te disent que, tu sais, mon bégaiement fait mon charme. Mais tout à fait. C'est comme si tes oncles avaient été des modèles pour toi, tu sais, de te montrer, ben, tu peux bien vivre tout en bégayant. Exact. Et ils le sont encore jusqu'à ce jour, ouais. T'as dit plutôt que t'es née à Montréal et t'as grandi en Haïti. T'es un peu entre les deux, tu sais. Comment tu décrirais, est-ce qu'il y a des différences entre comment le bégaiement est perçu ou comment
tu vis ton bégaiement au Québec versus en Haïti? Ouais, c'est intéressant, ça, hein? Je vais dire quelque chose. Je bégais seulement en français. Quand je suis en Haïti, je parle créole. Le bégaiement ne sort pas. Je ne intéressant. bégaye pas. Ouais. C'est que, je te dis, moi, vous me faites réaliser plein d'affaires aussi, mais je ne bégaye pas en créole. Ouais, ou tu sens que c'est plus facile de parler. Je ne bégaye pas en anglais. Je bégaye en français. Et je ne sais, c'est bizarre. Je sais même pas comment expliquer comment moi ça. Je pense que j'ai un problème dans le cerveau. Je sais pas comment. Non, pas du tout. En fait, c'est typique aussi. Il y a beaucoup de gens qui bégayent, qui nous rapportent, puis c'est rapporté dans les études aussi que il y a un effet de la langue sur le bégaiement. Pas chez tout le monde, là, mais il y a des personnes qui bégayent, qui rapportent que, mettons, dans leur langue maternelle, ils bégayent moins, ou sinon, c'est dans leur langue seconde, tu sais. Comme t'es vraiment pas la seule, là, c'est pas parce que ton cerveau a un bug. Le français, c'est ma langue maternelle. J'ai appris le créole. Donc, une fois en Haïti, j'ai appris le créole. Je ne bégayais pas en créole. J'ai appris l'anglais en étant plus vieille. Je ne bégayais pas en anglais, c'est juste en français. Donc, en Haïti, dans les salles de classe, je bégayais, mais c'était pas, il y a personne. Je me souviens pas à aucun moment donné qu'on m'ait taquiné par rapport à mon bégaiement. Donc, pour moi, ça n'a jamais été un problème à l'école. Et il y avait d'autres personnes aussi dans mon environnement aussi qui bégayaient. Généralement, parce que j'étais chez les sœurs, on dit pas bégayaient, on disait qu'ils zozotaient. N'importe quoi. C'est ça, en Haïti. C'est ça le terme que vous utilisez. Ouais. Donc, c'est plus cute pour dire que tu bégayes, mais c'est comme, ouais, mais elle zozote. Elle zozote. C'est cute, mais ça reste que le mot est collé pareil. Ouais, parce que des fois, zozoter, moi, ce que ça me dit, c'est plus parler sur le bout de la langue, là, tu sais. Salut, le S, disons, le S qui va être la langue qui va entre les dents, là. Salut, genre. Zozoter, c'est des fois, on dit ça pour ça, mais ça fait que ce que tu dis, dans le fond, en Haïti, peut-être qu'il y avait moins d'impact du bégaiement, tu prenais ta place, tu parlais. Il y avait, à l'école particulièrement, il y avait zéro impact. Encore une fois, tout ce que je me souviens, c'était tout ce qui avait rapport avec la famille. Donc, mais à l'école, j'avais jamais ce problème. Puis en plus, j'étais toujours la fille qui adorait faire les exposés oraux, qui adorait. Donc, j'avais jamais le problème de prendre la parole. J'avais jamais le problème de prendre, parce que pour moi, j'étais faite de même. Donc, je me suis dit que ça sort pas. Puis, it is what it is. Ouais. Puis t'étais en Haïti, t'as été jusqu'au secondaire. T'as fait. J'ai fait primaire une partie du secondaire. C'est ça. Ah, c'est ça. OK. C'est intéressant parce que des fois, justement, de par le pays ou par la culture, la vision du bégaiement est différente. Mais moi, en fait, je vais pas dire c'est pas pour le commun des mortels que l'expérience est la même. Je parle de mon expérience à moi, parce qu'il y a des gens qui venaient, mettons, de différentes classes sociales où le bégaiement était vu vraiment différemment. Ah. Donc, OK. il y a mettons, il y a comme une sorte de certain tu sais, quand tu atteins un certain seuil de pauvreté en Haïti, ou que tu viens d'une famille qui est plus démunie, souvent le bégaiement, c'est à ce moment-là que le bégaiement va vraiment être vu comme un handicap. On va dire que moun ça bébé, c'est comme prête pas attention à elle, cette personne-là, elle est muette. Tu sais, c'est comme si elle est pas capable de s'exprimer, elle est pas capable de, tu sais, c'est comme juste oublie. Ouais. Fais pas attention. Ouais, comme si t'es insignifiant parce que t'es pas capable de parler comme tout le monde. Exactement. Ouais. Donc, ça dépend énormément du background, de la couche, de la couche dans laquelle, socio-économique dans laquelle que tu évolues, qui te donne des privilèges ou pas. Okay. C'est fou, hein, comment plus tôt on parlait des multiples identités que tu portes, là.
Puis tout ça, comment tout ça joue ensemble, puis que ben ça me fait penser que le bégaiement, c'est vraiment que ça s'inscrit dans un contexte, tu sais. Comment est-ce que c'est perçu, comment on parle de ça, comment le fait d'être une femme puis de bégayer, c'est pas la même chose que le fait d'être un homme, puis de bégayer parce que quand t'es un homme, ben socialement, tu vas... Là, je veux comme être prudente dans la manière que je formule ça, mais c'est ça, comme... Ou d'avoir certains privilèges. Des fois, on dit ça, là, les privilèges de... Oui, c'est ça, que traditionnellement, ta vie est comme supposée être plus facile parce que t'es né homme, parce que culturellement, il y a plus de privilèges associés à ça. Comme une personne qui est pas racisée a plus de privilèges aussi, tu sais. Bref, fait que c'est intéressant de voir comment toutes ces couches-là dans nos identités, comme là, on parlait de la classe sociale aussi, tu sais, que ça vient jouer sur notre expérience, comment qu'on conçoit ça, tu sais. Puis, tu sais, le fait aussi que la conférence de clôture que tu as donnée aux Journées professionnelles de l'Ordre serait justement sur ce sujet-là, tu sais, la diversité, l'inclusion. Puis moi, j'ai noté une phrase là, que je trouve incroyable, tu sais, je trouve superbe. La diversité est un fait, l'inclusion est un choix. Donc, voudrais-tu nous parler juste un petit peu de peut-être sûrement que ton expérience personnelle a fait en sorte que tu t'intéresses à ce sujet-là de la diversité, de l'inclusion. Voudrais-tu nous en parler un peu? Oui, bien sûr. Mais effectivement, de par mon parcours, en fait, et pour moi, c'était extrêmement important, surtout avec toute la vague qu'il y a eu, tu sais, en 2020, où le monde s'est finalement réveillé pour se dire, ah, ben voilà, on est plusieurs, et puis mais c'est différent, et que on n'avait jamais réalisé 2020 ans avant ça qu'on était tous différents, qu'il fallait qu'on s'accepte l'un et l'autre tels que nous étions. Et pour moi, ça m'a fait rire dans un premier temps. Je me suis dit, mais voyons que tout le monde vit avec comme des lunettes roses, puis que les gens réalisent pas qu'il y a des gens, puis que tout le monde, qu'on est tous différents, tu sais, que c'est ça qui fait une société, c'est notre différence qui fait qu'on est une société. Et donc pour moi, je me suis intéressée à ce moment-là particulièrement de me dire comment je suis capable de vulgariser l'information qu'il y a dans ma tête et ma vision du monde. Et c'est là que je me suis mise à travailler justement sur cette fameuse conférence, à faire mes petites recherches à droite, à gauche, à poser des questions aux gens, de dire, mais pour toi, la diversité, c'est quoi? C'est un mot qui m'énerve. Je déteste le mot. Je déteste quand on m'appelle la diversité. Ça venait me chercher, mais j'ai jamais compris pourquoi ça venait me chercher quand on m'appelle, ouais, toi, t'es issu de la diversité. Ah! Je comprends ce que tu... tu veux-tu dire, mettons... Toi, t'es pas comme nous, donc t'es issu de la diversité. Comme si la diversité, ça incluait pas la personne qui parle. Mais c'est ça, parce que la diversité, tu sais ce que tu dis dans ta conférence, on est tous issus de la diversité. On est tous différents. Et c'est ça qui fait que c'est intéressant de vivre en société puis d'apprendre de l'autre. Donc, tu sais, on peut essayer d'arrêter de dire, ben moi, si je l'ai pas vécu, personne l'a vécu. Non, mais ouvrons nos œillères. On s'inclut pas là-dedans, Mais c'est ça, tu sais, puis c'est pas parce que toi, tu l'as pas vécu que la personne à côté peut peut-être vivre justement le profilage racial, quand on parle des afro-descendants qui vont se faire arrêter par la police dans le bye-bye. On en a parlé de ça, tu sais. C'était excellent, d'ailleurs, le sketch, moi, je trouvais, c'était comme dans notre face, là, tu sais. Oui, ça existe, tu sais, que les gens afro-descendants vivent du racisme, c'est systémique, tu sais. Là, on est dans un autre sujet, mais c'est vraiment ça, juste une petite note pour nos auditeuristes en France, peut-être que le Bye-Bye, c'est une émission de fin d'année. Mais en fait, c'est une revue humoristique de fin d'année qui passe à la télévision nationale, soit à Radio-Canada. Oui, le 31 décembre. Le 31 décembre, exactement, à minuit. Ouais, exact. Mais c'est ça, fait que c'est ça que c'était un terme qui te gossait, la diversité. Oui, voilà, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé en fait d'en parler à vive voix, puis de surtout savoir en fait, c'est pas tant pour imposer mes idées aux gens, mais plutôt avoir cette discussion-là, d'être curieuse de savoir, mais pour vous, la diversité, ça veut dire quoi exactement? C'est là que tu réalises que tout le monde vit dans une boîte
et personne ne veut sortir, ou du moins qu'ils n'ont pas la chance de sortir de cette boîte. Et souvent, quand j'ai eu à poser la question, mais la diversité pour vous, c'est quoi? Puis, tu sais, je dis, il y a 100 hommes blancs dans une salle, ils ont tous 50 ans, est-ce qu'ils représentent la diversité? Puis que 90% des gens me disent non. Ouais, c'est ça. Ça, pour moi, je me dis, ah, d'accord, c'est bon, parfait. Donc, ouais, puis en même temps, c'est biaisé, on est biaisé, hein, c'est dans la définition du terme, mais voilà, non, c'est ça. Voilà, donc nous, automatiquement, c'est que dans la société dans laquelle on évolue, ou dans la société occidentale, pour nous, ben voilà, dès que tu dis diversité, tu veux dire automatiquement une personne racisée ou une personne qui fait partie de la communauté LGBTQ+. Automatiquement. Après ça, tout le reste, diversité d'opinion, pour eux, ça n'existe pas. Diversité de croyances, ça n'existe pas. Diversité dans les goûts, diversité dans les styles, diversité dans... Tu sais, pour eux, tout ça, ça fait pas partie de la diversité. C'est comme, ah, ils sont différents, mais c'est pas la diversité. C'est la diversité. C'est ce que ça veut dire à la base, en fait. Donc, pour moi, c'était important de parler de ça et de dire que de toute façon, si on n'était pas différent, ben la société, elle n'aurait pas évolué. C'est les clashs d'idées, c'est les différences d'opinion, les différences de fonctionnement qui nous permettent d'évoluer en tant que société. Et on peut pas sortir de ça. Elle est là, elle existe, elle existera toujours, cette fameuse diversité-là. Maintenant, c'est trouver la façon de l'inclure dans notre quotidien et de prendre des actions concrètes pour qu'on apprenne à vivre avec ces différences-là qui nous entourent de toute façon. Tout à fait, d'être ouvert à l'autre, d'être curieux face à l'expérience de l'autre pour mieux vivre ensemble, en fait, c'est ça l'idée. Exactement. T'es pas obligé de l'accepter tel qu'il est, mais je veux que tu comprennes d'où ça vient pour que pour toi, ce soit plus étranger, ce soit plus exotique, mais c'est partie de la norme. C'est ça. Mais c'est ça parce que souvent, quand les gens réagissent au bégaiement, tu sais, c'est parce que c'est étranger pour eux. C'est parce qu'ils en entendent jamais, ils sont pas habitués à ça, tu sais. Comment tu penses en tant qu'humoriste, conférencière, artiste de la scène qu'on devrait inclure le bégaiement dans les médias, dans les arts, tu sais, pour que ça soit plus étranger? De les représenter. Combien de personnes qui bégaient que tu as vu dans les émissions à la télé? Combien de personnes qui bégaient que tu as vu qui présentent les journaux? Aucun. Parce que on nous boxe, on nous met dans une boîte à part. Comme vous, on sait que vous existez, mais vous n'êtes pas agréable à écouter. C'est exactement ce que tu veux dire, en fait. C'est exact. Alors qu'il y a plein de personnes qui ont le même problème puis qui auraient aimé se voir aussi. Donc moi, je dis c'est vraiment la façon... Pourquoi je me suis acceptée, c'est parce que dans ma famille, les gens qui étaient autour de moi et qui souffrent de bégaiement ou qui bégaient... Qui ont un bégaiement, c'est ça. Qui ont le mot, OK. Qui ont un bégaiement, pardon. Parce que j'étais en train de coller sur le... Pardon. Retire tes excuses. Pas d'excuses. Donc, ces gens-là se sont affirmés et ils s'assument. Donc, pour moi, ça a toujours été, entre guillemets, normal aussi de m'affirmer et de m'assumer. Je me dis, mais c'est ce que c'est. Donc, moi, je voudrais avoir un humoriste puis aller voir un humoriste qui bégaie. Puis que son show, à la place de durer 1 heure, ben, il dure 2 heures parce qu'il bégaie. Oui, c'est ça, yes. Oui, tellement. Oui. Donc, c'est vraiment de nous... En fait, je pense plutôt que c'est à nous de prendre notre place. Est-ce qu'on va nous donner notre place? Je ne pense pas. Puis on n'a pas à la demander non plus. C'est à la prendre. Ouais, tout à fait. Mais c'est difficile à faire, là, mais Puis, prendre ma place. Ouais. Puis, tu sais, je pensais à l'émission de Pénélope McQuaid à laquelle tu as participé, Geneviève, avec Daniel Aubé, entre autres, et avec le journaliste de Radio-Canada aussi, de Mont-Vallon, monsieur de Mont-Vallon. Oui, Pierre Chapdelaine de Mont-Vallon. Et ce que Pénélope disait, je trouvais ça incroyable. On pourrait mettre le lien de cet épisode-là, de ce bout là, d'émission-là là, dans nos références d'épisodes. Elle disait, le journaliste aurait aimé être lecteur de nouvelles à Radio-Canada, mais il dit là, je bégayais, ouais, tu sais, je pourrais pas, tu sais. Puis elle dit, Pénélope, elle a dit, mais non. Elle a dit, au contraire, tu peux, complètement.
Puis elle a dit, moi, là, je bégayais pas. Mais elle a dit, j'ai d'autres choses que j'ai travaillé, là, pour être animatrice d'émission, tu sais. Puis elle riait parce que j'ai l'impression que, je sais pas son background, mais elle a dû se faire... En tout cas, elle a eu d'autres embûches, je sais pas. Mais c'est ça, l'idée, c'est de dire, pourquoi pas? En fait, oui, avoir un lecteur de nouvelles qui bégaye, oui, complètement. C'est sûr, c'est plus difficile à faire qu'à dire. C'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que, tu sais, si on prend notre place, comme je dis, en tant que personne qui bégaye, on monte notre bégaiement, on va faire des auditions comme lecteur, lectrice de nouvelles, comme humoriste, on risque de faire face à de la stigmatisation, à de la discrimination, à des... même si c'est pas clair et flagrant, tu sais, à des remarques comme ben là, faudrait peut-être que, tu sais, à faire face à des embûches qui sont flagrantes ou pas, comme j'ai entendu des témoignages de gens dans les médias que leur employeur a proposé de payer pour des thérapies orthophoniques pour le bégaiement, en sous-entendant, ben, on va payer pour toi, mais comme après, je sais pas, après ta thérapie, ben, le problème, entre guillemets, va être réglé, entre guillemets, sous-entendant, ben, OK, on va payer pour que tu bégayes plus après, tu sais. C'est tellement de mauvaise façon de voir c'est tellement difficile comme expérience, là, puis on sait comment quelqu'un qui bégaye peut vivre de la honte, puis que, tu sais, après ça, de se faire dire ça, c'est comme... Fait que, tu sais, oui, il faut prendre notre place puis s'assumer, clairement, mais il faut aussi être préparé à faire face à ça, tu sais. Ben, en même temps, pour le ramener, en fait, aux communautés racisées, c'est la bataille quotidienne d'une personne racisée. On te le dit pas en pleine face qu'on veut pas de toi, mais on joue des coins puis on joue des pions pour te faire comprendre que si t'étais moins, on aurait voté pour toi ou on aurait été avec toi. T'es pas notre premier choix, tu ne le seras pas non plus. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on continue de s'imposer au quotidien. On n'a pas le choix. Donc, même quand on nous accepte pas dans les médias traditionnels tels qu'ils sont, déjà partir ce podcast, déjà c'est prendre notre place, c'est prendre ta place. Une place que tu n'as pas, je n'ai pas demandé, tu t'es imposé. Et là, c'est là que tu réalises à quel point la communauté, elle est puissante et les gens, ils veulent en savoir plus. Ils veulent comprendre que des gens qui nous ressemblent, qui se disent, ah, finalement, des gens qui parlent de ce que moi, de ce qui m'intéresse, de ce que moi, je vis. Un espace commun, un safe space. Tu dis que c'est niché. Moi, je dis non, c'est pas niché. Les gens qui s'intéressent, qui sont curieux, ben, ils sont là. Donc, les personnes qui t'écoutent sont les personnes qui sont curieuses d'en savoir plus, qui sont contentes de se réjouir que il y a du monde, finalement, qui nous ressemble et qui font des affaires. Qui sont tripants, qui sont le fun à écouter, qui sont drôles. Absolument. Moi, je suis sûre et certaine que parmi les 25-30 000 personnes qui ont écouté le podcast, il y en a peut-être 50% qui sont bègues, mais les autres, ils sont probablement pas bègues, mais ils sont comme, c'est le fun. Moi, j'aime ça. Je trouve ça intéressant. J'apprends des affaires. Prenez votre place. Bon, il n'y a pas de problème. Ils veulent pas nous voir aux nouvelles, mais c'est pas grave. On va partir de on va voir aux nouvelles. Tu sais, on va refaire les nouvelles qu'on fait. On va faire notre propre bye-bye. Puis notre bye-bye va s'appeler bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye. Oui, c'est ça. Puis ça me fait penser qu'on est dans un monde où plus que jamais maintenant, on a accès à des médias comme... On peut faire notre propre podcast, on peut avoir notre chaîne YouTube, on peut avoir notre Instagram, tu sais. On voit que les médias, ça se démocratise vraiment grâce à toutes ces technologies-là qui sont accessibles, gratuites. Fait que tu sais, t'as pas besoin d'être reconnu par un média important. Tu peux toi-même prendre ta place comme tu dis, là. Puis ouais, puis souvent, on peut être surpris et surprise par la réaction des gens, puis se dire, comme je disais il y a quelques minutes, que non, je vais faire face à de la discrimination, puis ça va être difficile, puis les gens vont rire, mais on peut y aller quand même, puis se rendre compte que
les gens tripent sur ça, tu sais, puis quand le podcast a été lancé en octobre 2020, il y a une personne qui bégait qui nous a écrit pour dire « Ça me fait tellement du bien d'entendre des voix bègues. » Tu sais, juste entendre ça. Ouais. Puis j'avais lu dans... Je sais plus trop où, mais si je retrouve, je vais mettre ça dans les références, là. Un article écrit par des parents d'un enfant qui bégait, puis il disait qu'il faisait jouer des podcasts sur le bégaiement. Là, c'était en anglais, là, fait que, tu sais, il y a un plus grand choix de podcasts sur le bégaiement, mais qui faisait jouer ça dans la maison pour habituer la famille puis leur enfant au fait que c'est normal, tu sais. Puis j'ai tellement trouvé ça Oui, parce que le bégaiement, c'est normal. Oui. C'est humain. On est tous humains, on est tous différents et on parle tous de manière différente. Oui, puis ça fait partie des possibilités d'être un humain ou une humaine, d'être un humain ou une humaine avec un bégaiement, tu sais. C'est ça, exact. Donc, Gariana, merci d'être là, puis de, tu sais, à l'ABC, ce qu'on veut faire, c'est de créer une communauté aussi, puis de sentir, on est une équipe, on est ensemble, puis on est de plus en plus, on le souhaite, puis je sais que tu es suivi par beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, 75 000 personnes sur Instagram, entre autres, donc augmentons la grosseur de la communauté de gens qui parlent du bégaiement. Absolument. Donc moi, volontiers, honnêtement. Et là, je me donne comme devoir d'en parler encore plus ouvertement, en fait. Vraiment, généralement, les gens qui sont proches de moi, ils le savent. Mais d'en parler plus ouvertement. Donc moi, c'est ce sera ma mission personnelle de vulgariser, en fait, aussi. Puis j'ai hâte de parler aussi du podcast. Parce que je suis sûre et certaine que il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui auront autant... Ça m'a fait du bien d'être là aujourd'hui. Honnêtement, là-dessus, je pense pas, j'aurais jamais réalisé à quel point j'ai même oublié que j'avais mal. Mais... Ah oui, parce que tu t'es blessée. Tu t'es blessée hier au CrossFit. Tu fais du CrossFit, hein? Oui. Ah mais tu vois, ça me fait du bien. Et à l'âme, ça me fait du bien de juste parler puis de me dire... Finalement, c'est vrai, hein, c'est juste, c'est correct. Puis, pour nous, c'est un rappel quotidien aussi de se dire, c'est correct, t'es pas plus bizarre que n'importe qui d'autre, t'es pas... Non, c'est ça, il y a rien qui bug. Je pense que ça fait du bien aussi de juste entendre dire, il y a rien qui bug avec ton cerveau, c'est ça. Et puis, ça m'arrive tout le temps de me dire, il y a quelque chose qui bug dans mon cerveau. Pourquoi le mot sort? Mais on a tous des différences. Tu sais, moi, je cherche beaucoup mes mots dans la vie. Puis quand là, j'ai 2 enfants en bas âge, je dors moyen. Fait que l'on dirait que je cherche encore plus mes mots. On a tous des différences, des moments dans la vie aussi que des hauts, des bas. Donc, tu sais, tout le monde, on est tous pareils à ce niveau-là. On est tous différents, mais tous pareils en sens que on présente tous des vulnérabilités, des différences, puis embrassons ça, tu sais, embrace en anglais, tu sais, embrassons-le, en tout cas. Parce que le problème, je pense, c'est que toutes nos différences, dans le fond, qui sont-tu des différences si la diversité, ça nous inclut tous et toutes? Mais bref, tout ce qu'on se fait dire qui sont des faiblesses ou des défauts, que ça soit le bégaiement ou le TDAH ou le handicap en général, ou... Tu sais, on a tendance à le cacher parce que les messages qu'on reçoit sur ça, c'est quelque chose que tu as en moins, c'est quelque chose qu'on veut pas voir, c'est quelque chose qui est un défaut au fond, tu sais, mais si on se parlait tous et toutes, je pense qu'on se rendrait compte qu'on a tous et toutes quelque chose, puis que c'est pas que des défauts, tu sais, on peut voir ça comme un défaut, mais on a toutes les qualités de nos défauts. C'est-à-dire, peut-être parce que si une personne a un TDAH, ben tu sais, oui, elle a un TDAH, mais peut-être que ça la rend plus spontanée, plus... elle va penser rapidement, elle va avoir des idées, elle va être en des gens créatifs, ébullition, tu sais. Fait on a comme... Il y a toujours 2 côtés à une médaille, puis le bégaiement, c'est souvent vu comme... Ben, c'est juste... c'est négatif à 100%, mais on peut, tu sais... Moi, je milite pour défendre la richesse de ce qu'on est, tu sais. Oui, amen. Moi, je nous dis amen. Amen. C'est vrai, moi, je pense que le bégaiement m'a permis d'avoir un plus grand vocabulaire.
Je connais plus de synonymes à cause du bégaiement parce que des fois, il y a des mots que je suis pas capable de dire ou que ça me prend trop de temps et puis que je m'énerve moi-même. Donc, je trouve une alternative. J'ai cherché dans le dictionnaire, je cherche des synonymes que je suis capable de dire. Ça m'a rendue patiente. Je m'étonne de voir à quel point que j'ai énormément de patience, surtout avec les enfants, des fois, quand ils sont plus jeunes, parce que moi, j'enseigne. Donc, j'enseigne l'humour, qui n'est pas nécessairement évident des fois avec des enfants qui sont diagnostiqués d'autisme, des enfants qui ont un TDAH aussi, des enfants qui ont des troubles du langage aussi des fois. Et ça me permet d'être patiente parce que je me dis, je me mets à ta place. Je sais. D'être empathique. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien qui presse. La blague va aller nulle part. La blague, là, elle va être comme du bon vin. Même si qu'à ton âge, en temps normal, tu devrais pas boire du vin. Mais, du bon vin. Prends le temps de prendre le temps. Et ça, pour moi, je pense que on me dira ce qu'on voudra du bégaiement, mais moi, ça a quand même ouvert beaucoup de petites portes dans ma vie qui sont extrêmement positives. Il y a un excellent livre qui s'appelle Words Fail Us là, je sais pas comment dire son nom, John T. Claypool ou John Ty Claypool, je sais pas comment, bref, c'est un Britannique. Puis ça me fait penser à ce que tu dis. Lui, il parle du bégaiement puis d'autres conditions qui relèvent de l'orthophonie comme trouble du langage, aphasie, et compagnie. Puis il explique dans son livre comment il y a de la richesse à ça, puis qu'il y a des auteurs, il y a des créateurs qui bégayent, qui ont une aphasie, puis que ça les inspire dans leur travail, tu sais. Puis que l'exemple d'une personne qui a une aphasie, ça, c'est suite à un arrêt cardio-respiratoire, c'est possible qu'il y ait un arrêt de flux sanguin dans ton cerveau, ce qui va toucher ton vocabulaire, ta capacité à trouver les mots, à faire des phrases. Donc, c'est pas du bégaiement, mais c'est dans la communication. Puis il disait qu'il y a un chanteur britannique, je me rappelle plus son nom, mais que sa carrière a commencé avant qu'il y ait une aphasie. Mm-hmm. Puis après ça, il a continué à faire de la musique, puis il disait que son aphasie faisait que sa créativité était plus riche, comme si son monde intérieur était plus accessible. Il trouvait une façon de faire de la musique différente, puis qu'il aimait beaucoup mieux son art suite à ça, tu sais. Fait que dans des situations comme ça, comme le bégaiement ou une aphasie ou d'autres choses qu'on est comme « Ah, c'est un handicap, la personne perd quelque chose », ben lui, ce que John Ty Claypool dit, c'est qu'il y a une richesse à ça, tu sais. Puis il a gagné certaines choses, c'est ça. Tu sais, il a comme gagné une nouvelle façon de faire son art. Ouais, fait que tout dépend de comment on voit la situation, tu sais, ouais. Pour terminer l'épisode, Gariana, qu'est-ce qui s'en vient pour toi en 2023? Tu nous parles un peu de tes projets? Oui, alors en 2023, voilà, je vais continuer d'enseigner à ça aussi. Mais entre autres aussi, je vais continuer de faire la tournée de mon spectacle qui s'appelle Merci la vie. Et voilà, que j'ai commencé au mois de juillet, que je continue jusqu'au mois de décembre 2023, que je vais continuer. Et voilà, donc ça va être ça. Donc restez à l'affût des dates. Sinon, je co-anime une série télé aussi qu'on est en train de tourner présentement, qui va sortir au printemps aussi. Donc il y a tout plein de petites pépites ici et là qui vont sortir cette année. Donc moi je vous dis juste restez à l'affût de ce qui se passe parce que la vie est une belle surprise et elle va être une grande surprise pour moi aussi. Donc voilà. Merci beaucoup. Puis les gens peuvent te suivre sur Instagram. Sur les plateformes sociales, oui. Donc Facebook, Instagram, TikTok, c'est toujours le même nom, Gariana, tout simplement. OK. On va mettre ça dans les références. Puis t'as dit plutôt que ça t'a fait du bien d'être à notre épisode. C'est vraiment partagé, là. On sent vraiment que ton énergie nous nourrit, nous renforce. Moi, j'étais là, ouais, il faut qu'on aille dans les médias, t'as raison. Ouais. C'est comme... C'est contagieux, vraiment. On te remercie de ta présence, de ta générosité, de tes partages. Merci beaucoup. Oui, puis on va en parler parce que peut-être qu'on aimerait ça organiser avec toi, Gariana, un atelier d'enseignement, que tu enseignes justement
aux gens, aux membres de l'ABC ou les gens qui nous écoutent, justement les bases de l'humour, comment délivrer un texte avec un punch, comment raconter une anecdote en étant plus drôle. Donc, on va regarder ça pour un atelier peut-être en 2023 que tu pourrais animer pour les gens qui bégayent, pour les aider à justement raconter de manière plus efficace. D'ailleurs, moi, je bégayais pas, mais mon Dieu que c'est quelque chose qui est pas facile à faire, hein? Tu sais, le timing, le punch. Ouais, c'est tout un En tout cas, moi, hein. je vais y aller aussi. Ça va me faire plus que plaisir. Et honnêtement, après, on fera nous-mêmes notre propre revue, OK, avec les gens de l'ABC, là. On fera un bye-bye. Voilà, exactement, de l'année. Yes! J'aimerais tellement ça! Hey! On s'interrompt nous-mêmes pour vous donner un scoop. Entre-temps, entre le moment de l'enregistrement puis la publication, on a booké Gariana à la journée rencontre de l'ABC qui aura lieu le 21 octobre 2023. Mettez ça à vos agendas! Oui! Donc, la journée conférence cette année va être en présence à Montréal. Le lieu spécifique va vous être communiqué dans les prochains mois. Alors, on garde ça en tête le 21 octobre et Gariana va faire un atelier justement sur l'humour et comment mieux rendre une blague en mettant le punch comme il faut, en faisant des pauses où il faut. Donc, des trucs là pour par rapport à l'humour, par rapport à raconter des anecdotes en ayant la bonne intonation, le bon punch. Donc, ça va être super intéressant. On vous encourage à être présent en grand nombre le 21 octobre. Oui! Yay! Et comme chaque année, il y aura d'autres présentations et ateliers donnés par des orthophonistes, personnes qui bégayent ou des fois les deux. Ha! Oui, stay tuned, comme il dit. C'est drôle parce qu'en anglais, j'ai lu ça. Stay tuned, en français, restez accordé. Oh! Ou restez à l'affût. Non, mais c'est parce que stay tuned. Ah non, mais ça, c'est niaiseux. Mais stay tuned! Oui, tu comprends-tu? C'est bon. Je comprends, restez accordé. De retour à notre épisode. Les filles, vraiment, merci pour tout. Je vous le dis encore une fois que ça me fait du bien. Ça nous fait du bien, vraiment. Puis merci de nous donner la parole et de nous permettre de prendre notre place telle que nous sommes, différents comme nous sommes, et de nous sentir inclus aussi. Donc, merci pour tout. Et puis, je vous dis une prochaine fois. Dieu vous l'amour. Mais merci à toi. À bientôt. Outre Judith et moi-même à la réalisation et à l'animation, Alexandre Cadelis, adulte qui bégait, assure la post-production, le montage et le mixage de Je suis un podcast. De plus, le contenu est révisé par le conseil d'administration de l'association Bégaiement Communication, conseil qui est composé exclusivement d'adultes qui bégayent. On remercie toute cette équipe de feu. À la prochaine!